Je vous propose de commencer par la feuille d'exercice. Alors, la feuille d'exercice, on va faire un petit peu comme la précédente, c'est-à-dire que je vais aller assez vite et puis vous poser des questions. Hein. S'il y a des problèmes, on en parle, et puis s'il n'y a pas de questions, on passe. C'est bon? On commence par le premier. Alors, sur le premier exercice, donc vous aviez la dimension de K d'abord. Donc, la dimension de K, pas de problème majeur. Normalement, ça passe. Attention quand vous avez une expression qui est donnée sous cette forme-là. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un ALB en tant qu'élève. C'est moi, je suis doublement connectée, comme ça je vois aussi votre partie à vous. Donc, cette expression, celle qui est entourée, ce n'est pas exactement une expression de réaction avec ordre, parce qu'il y a un dénominateur. Et en plus, ça ne fait pas référence uniquement aux concentrations des réactifs. Donc, ça ne fait pas partie des réactions avec ordre, ça, tel quel. Même si c'est un produit quotient. Par contre, ça suffit à voir la dimension. Alors, deuxième point, il y avait plusieurs questions sur le rôle particulier de l'hydroxyne. Vous avez normalement tous vu que c'était un intermédiaire réactionnel, mais il y a aussi un autre rôle, et il fallait regarder plus le côté chimie de la réaction. Il fallait s'apercevoir qu'il y avait des couples acides bases conjugués. C'est le truc qu'on a vu au début d'année. Donc, sur ces couples acides bases conjugués, vous avez HO- qui est là pour assurer le côté basique du milieu. Les espèces mises en jeu dans l'équation bilan sont des bases. Et donc, vous savez que pour avoir une base, il faut être au-dessus de pK plus 1 pour le couple considéré. Donc, une double casquette pour HO-, c'est des casquettes indépendantes. Hein. Il peut être à la fois un intermédiaire réactionnel et servir à rendre le milieu basique. OK ? Alors, sur ce premier exercice, il n'y avait pas de difficulté particulière. La vitesse de la réaction bilan, vous avez 4 façons de l'exprimer. Cette partie-là. Donc, 4 façons d'exprimer la réaction, la vitesse de l'équation bilan. On peut choisir une espèce qui intervient dans le moins d'étapes possible. Par exemple, l'espèce... Attendez, j'efface parce qu'on ne peut rien. Donc, l'espèce Cl- qui n'intervient que dans l'étape numéro 2. Dans ce cas-là, la vitesse, c'est la vitesse V2. Et certains ont proposé aussi d'utiliser l'hypothèse de l'étape limitante. Donc, ça revient exactement au même, mais vous pouvez l'utiliser aussi. L'étape numéro 2, c'est l'étape lente du processus. Donc, vous avez le droit de dire, c'est l'étape numéro 2 qui impose la vitesse. Dans tous les cas, quand vous écrivez V égale V2, il y a un moment, il faut le justifier. Donc, soit vous le justifiez avec la définition de la vitesse, comme j'ai fait au-dessus, soit vous écrivez étape limitante. Ça revient au même. Alors ensuite, pour l'étape numéro 2, on utilise la loi de Van't Hoff, donc ici. Donc la loi de Van't Hoff pour l'étape numéro 2, elle n'est pas exactement identifiable à l'expression qui est fournie par l'énoncé, donc il faut encore bricoler à l'intérieur pour que ça ressemble à ce qui est donné par l'énoncé. Et donc il faut exprimer la concentration de HClO. Donc HClO, on l'exprime avec l'outil constante d'équilibre de l'équilibre numéro 1. Donc dans ce cas de figure, on a une réaction avec un prééquilibre rapide. L'équation bilan a un mécanisme avec un prééquilibre rapide. Donc vous ne pouvez pas exprimer la vitesse de l'étape 1. Il vous faudrait les constantes de vitesse qui ne sont pas données. En revanche, vous avez le droit d'utiliser la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, ça vous permet d'isoler HClO. Voilà. Et vous reportez dans la vitesse. Vous obtenez ça. Et cette expression est à identifier avec celle qui est fournie par l'énoncé. Bon, ça s'identifie sans problème. Hein. On a les bonnes concentrations avec les bonnes puissances. Et la constante qui est devant, c'est la constante qui s'appelle petit k dans l'énoncé. Alors, au niveau de ces deux expressions de la vitesse, celle qui est fournie par l'énoncé, ce serait une vitesse donnée par l'expérience. Et celle qui est isolée à partir d'un bricolage dans le mécanisme, ça s'appelle une vitesse théorique. On suppose un mécanisme et ensuite l'expérience va le confirmer. Donc là, pas de problème, les deux sont compatibles. Donc l'expérience confirme bien que ce mécanisme, ce n'est pas forcément le bon, mais en tout cas, il est compatible avec les expériences. Allez, fin de l'exercice 1.
passe à l'exercice 2. Donc, exercice 2, la décomposition de l'ozone. Première difficulté, faire attention aux coefficients stoichiométriques. Donc, je vous les ai entourés. Donc, vous aviez un coefficient 2 d'un côté, 3 de l'autre. Et donc, ça joue sur la définition de la vitesse. Donc, par rapport à l'exercice précédent, dans la définition de la vitesse, vous avez un réactif, un produit, mais attention aux coefficients stoichiométriques. On essaie de choisir l'espèce qui intervient dans le moins d'étapes possible. Et bien, dans tous les cas, ça intervient dans 3 étapes. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. J'ai choisi l'espèce O3. Vous pouvez, si vous refaites l'exercice, vous pouvez changer d'espèce pour travailler la méthode. Donc, vous pouvez essayer de refaire l'exercice avec l'espèce O2. Petite remarque d'ailleurs sur les corrigés de ces exercices. Sur un petit sondage, il apparaît que ceux qui ont une imprimante impriment pas mal les cours. Alors, c'est bien d'imprimer les cours parce que vous pouvez gribouiller dessus pendant qu'on parle. Pour les corrigés des exercices, je ne vous conseille pas de les imprimer. Vous pouvez les garder sur un écran et en revanche, je vous conseille plutôt de les rédiger vous. D'accord? Donc, essayez plutôt de le faire vous sur une feuille. Vous jetez un coup d'œil à la correction de temps en temps pour vous aider, mais c'est plutôt, ce sera plus profitable si vous écrivez vous-même votre corrigé. Donc, comme vous faites en TD, en TD, vous n'avez pas le corrigé à disposition. Donc là, c'est plutôt une aide, mais c'est mieux si vous le faites vous. C'est ce qu'on vous demandera à la fin sur un exercice. Vous devrez rédiger la correction de votre exercice. Donc, essayez de le faire en entraînement. Donc, on en était à la vitesse exprimée à partir de d2O3 sur dt. Alors, d2O3 sur dt, il y a 3 termes là-dedans. 3 termes, ça fait beaucoup. Ça paraît compliqué. On va voir si on peut simplifier par la suite. Alors, on va pouvoir utiliser l'outil AEQS pour l'espèce O. Alors, attention, ça, c'est l'oxygène, ce n'est pas le nombre 0. Hein. Donc, c'est l'oxygène, c'est sous forme de radical, c'est l'atome d'oxygène tout seul. Donc, l'atome d'oxygène est relativement peu stable, sinon il y en aurait un peu plus qui traînerait. Et du coup, on peut appliquer l'AEQS. Donc, l'AEQS conduit à plus V1, moins V'1, moins V2. Je vous réponds après, Clarisse. Moins V2 égale 0. Et on en profite déjà quand vous regardez l'AEQS qui est ici. On se dit, on va déjà pouvoir utiliser ça pour simplifier l'expression de la vitesse qui est au-dessus. Donc ça permet, on utilise le fait que moins V1 plus V-1 égale moins V2. Et quand on réinjecte dans l'expression de la vitesse, on obtient ici d2O3 sur dt qui est égal à moins 2V2 tout court. Donc au lieu d'avoir 3 termes, on n'en a plus qu'un. Et après, la vitesse, finalement, est beaucoup plus simple que prévu. C'est uniquement la vitesse de l'étape 2. Alors, je reviens sur la question de Clarisse. Mince, je l'ai perdue. Clarisse, il faut que je retrouve le chat. Ça y est. Alors, est-ce que quand on utilise O2, on est en... Oui, évidemment. Hein. Oui, oui. Vous avez le même outil qui est l'AEQS, qui va vous permettre de simplifier de la même façon. Question d'Excel, pourquoi on n'a plus le facteur 1,5 ? Alors, le facteur 1,5, je rappelle, vous l'aviez ici. Hop. Et il disparaît parce que vous avez ici d2O3 sur dt qui vaut moins 2V2. Donc, moins 2 fois moins 1,5, et ben, ça fait 1. Donc, voilà la disparition de ce facteur. Alors, question de Marine, pourquoi c'est plus V1 alors que O est un produit dans le sens direct? Je suppose que vous parlez de l'AEQS, Marine. Alors, l'AEQS, ici, on regarde ici la vitesse de formation de l'oxygène. Et donc, l'oxygène, il est bien, si vous regardez le mécanisme en parallèle, l'oxygène, il est formé par la réaction 1 sens direct, donc plus V1. Il est consommé par le sens V retour, donc moins V-1. Et il est consommé par la réaction 2, donc moins V2. C'est bon? Alors, à ce stade, on a donc une expression de la vitesse qui est plus sympathique que prévu. Voilà, qui est ici. Et à ce stade, on a toujours comme objectif d'exprimer la vitesse en fonction des espèces qui interviennent dans l'équation bilan. Donc, il s'agit d'éliminer O
qui est l'intermédiaire réactionnel. Et donc, on exprime cette concentration par la EQS. Donc, on isole la concentration de eau ici. On reporte et on a la vilaine expression de la vitesse qui est en dessous. Question suivante. Quand on a une vilaine expression de la vitesse, l'étape suivante consiste à se ramener à un cas plus simple. Qu'est-ce qui est vilain dans l'expression de cette vitesse? C'est le dénominateur, ici. C'est ça qui est moche. C'est le fait d'avoir une somme au dénominateur. Donc, les outils, en général, vont nous permettre de garder un seul terme dans cette somme. Donc, telle quelle, la vitesse n'est pas du type qui permet de dire que la réaction a un ordre. Par contre, on va essayer de s'y ramener. Donc, pour ça, l'outil classique, c'est de se placer au début de la réaction. Dans ce cas-là, on peut supposer que le produit, c'est-à-dire ici O2, est beaucoup moins concentré que le réactif. J'en suis là. Et dans ce cas-là, on va pouvoir négliger carrément le terme qui fait appel à l'espèce minoritaire. Donc, on raye carrément ici. Toc, il n'y en a plus. On simplifie, et par la même occasion, on peut simplifier par K2, ici et là, et par la concentration de O3. Ce qui nous amène à une réaction avec une tête quand même beaucoup plus sympathique. Donc, on obtient uniquement une réaction qui est de type vitesse égale une constante fois la concentration de O3, c'est-à-dire une réaction qui serait d'ordre 1 au début du processus. Alors, petite remarque, quelqu'un avait posé la question, on pourrait très bien se placer à la fin de la réaction, et dans ce cas-là, on aurait l'inégalité inverse. Donc, à la fin de la réaction, on pourrait inverser cette inégalité-là. Sauf que à la fin de la réaction, en général, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, l'étude cinétique, déjà, il est un peu tard pour la faire, et en plus, elle n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc, on se place plus souvent au début qu'à la fin. Par contre, vous pouvez avoir des éléments dans l'énoncé, par exemple des valeurs numériques sur les constantes de vitesse, qui vous permettent de négliger un des termes sans hypothèse sur le début de la réaction. Fin de l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. C'était le pire, hein? Pourquoi c'était le pire? Parce qu'il y avait beaucoup d'étapes. 5 étapes, on fait rarement pire que ça. Alors, c'est donc une réaction en chaîne. Et il y avait une première question sur la nature des étapes. Donc, il fallait les regarder de près, repérer celles qui étaient inverses d'autres, et ensuite identifier les phases d'initiation, propagation et rupture. Je signale que ces phases-là, normalement, ce n'est pas explicitement à votre programme, c'est-à-dire qu'un énoncé doit vous rappeler ce que ça veut dire initiation, propagation et rupture. Ça a disparu des programmes depuis 2013, mais vous pouvez l'avoir sous forme d'exercice comme ça. Alors, si vous analysez les réactions, on peut déjà remarquer qu'il y a des réactions qui sont des équilibres, en particulier la 2 et la 4. Donc, l'énoncé vous propose une écriture de mécanisme avec aucune flèche d'équilibre, c'est que des flèches dans le sens direct. Mais les réactions 2 et 4, si vous les regardez, c'est l'inverse l'une de l'autre. Donc, la réaction 4, c'est juste le sens retour de la réaction 2. Donc, on peut rassembler les réactions 2, 4 et 3. Et on a ici, si on les analyse, si on analyse sous cette forme-là, on fait apparaître un équilibre ici. Quand on fait la somme de ce qui se passe sur ces 3 étapes, qui sont en fait que 2 étapes, on a bien l'ensemble qui correspond à l'équation bilan. Donc ces 3 étapes, c'est des réactions de propagation. Donc il ne s'agit pas de faire la somme 2 plus 3 plus 4. Hein. C'est moins simple que ça. On rassemble le sens 2 et le sens 4, ça concerne le même équilibre. Ensuite, l'étape 1, c'est l'initiation. Hein. De toute façon, c'est bien le premier moment où on forme un intermédiaire réactionnel. Voilà. Donc, l'étape 1, c'est l'initiation. Et dans l'étape 2, on a un intermédiaire BR qui est consommé, mais pas régénéré. Et donc, ça arrête le processus. Et on peut remarquer par la même occasion que l'étape 5, c'est l'inverse de l'étape 1. Donc, sur le corrigé, je vous ai mis le mécanisme sous cette forme-là, c'est-à-dire que j'ai gardé
enfin, j'ai gardé séparé l'étape 1 et l'étape 5. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai le stylet qui cafouille. Hop. Bon. C'est un stylet en très bon état. Donc, j'ai gardé séparé l'étape 1 et l'étape 5 parce qu'elles ont des rôles différents, puisque l'une, c'est l'initiation et l'autre, c'est la rupture. Donc, ça permet de bien distinguer les rôles. Mais vous pouvez très bien écrire une seule ligne pour les 2 étapes avec 5 qui est le retour de 1. Alors, question d'Alix. Est-ce que la rupture mène toujours à la formation du produit? Non. Non, non. La rupture, ça peut être... alors, ici, en fait, sur ce type de mécanisme, il y a des intermédiaires qui sont des radicaux. 2 radicaux qui se rencontrent vont se mettre ensemble et former une liaison covalente. Donc, en fait, on pourrait très bien avoir une autre étape de rupture qui serait H plus H, donc celui-ci plus celui-ci, ça donnerait H2. Ce serait possible. Donc, en fait, ici, le mécanisme, il a été simplifié pour se limiter à quelques étapes. Dans tous les cas, les mécanismes, ce n'est pas vous qui les devinez, il est proposé par un énoncé. Vous ne rajoutez pas des étapes de votre propre initiative. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Donc, si on vous donne le mécanisme, vous jouez avec, je dirais, sans vous poser de questions. De la même façon, les étapes de propagation, on a vu qu'elles se faisaient un très grand nombre de fois, alors que l'initiation et la rupture se font une fois chacune. Ça n'a aucune importance sur la façon de résoudre l'exercice. Qu'une étape se fasse 50 fois ou une seule fois, ça ne change absolument rien à la méthode de résolution. Donc en fait, que la réaction soit en chaîne ou par stade, on garde la même méthode de résolution. Alors, question suivante. Donc là, c'était, première question, la petite analyse des étapes. Bon, les intermédiaires réactionnels, je suppose qu'il n'y avait pas de problème pour les identifier. L'expression de la vitesse VI de l'étape I, c'était écrire la loi de Van 't Hoff, donc 5 lois de Van 't Hoff, donc pas de difficulté. Et enfin, la vitesse de l'équation bilan. Donc l'équation bilan, là encore, on part de la définition. C'est ici. Définition, vous avez 3 espèces, donc 3 façons d'exprimer la vitesse, 2 réactifs avec un coefficient stoichiométrique de 1, et attention, un produit avec un coefficient de 2, qui est ici. Hop. Donc attention au coefficient stoichiométrique si vous utilisez HBr. On choisit une des 3. Donc par exemple H2. Donc là, il y a des bons choix et des mauvais choix. Si vous choisissez les autres espèces, ça vous mettrait 3 termes dans l'expression de la vitesse. Alors que pour H2, ça n'intervient que dans les étapes 2 et 4. Donc on choisit H2. Et il va falloir exprimer les concentrations des intermédiaires avec les outils AEQS. Donc les AEQS. Alors déjà, il y en a 2. En plus, il y en a un qui est long. Alors pour H, normalement, il n'y a pas de problème. Donc l'espèce H qui est ici, voilà, ça apparaît à l'étape 2 et ça disparaît à l'étape 3 et à l'étape 4. Donc plus V2, moins V3, moins V4. Pour l'espèce BR, attention, c'est le pire de tous. Déjà parce qu'il intervient dans toutes les étapes, donc il y a 5 termes. Et en plus, il y a 2 étapes où il a un coefficient stoichiométrique. Alors, pour l'étape 1, on va avoir cette étape qui forme l'espèce BR, mais attention, ça forme l'espèce à la vitesse 2V1. Vous avez un coefficient 2 ici. Et ça correspond au coefficient stoichiométrique. Donc, quand l'étape se fait à la vitesse V1, la vitesse de formation de BR, c'est 2 fois V1. Et vous avez la même chose ici, puisque dans l'étape 5, on a un coefficient stoichiométrique 2. Ensuite, on regarde les AEQS et c'est là qu'on se dit, quand même, ils ont une sale tête. Donc, avant de se lancer dans des calculs, là, il faut le faire, faut le voir pour chaque cas. Vous regardez les 2 AEQS et le petit b, franchement, il est moche. Par contre, l'astuce du jour, ce serait de faire A plus B. Donc, si vous faites A plus B, vous pouvez simplifier l'équation. On obtient 0 égale V1 moins V... je bafouille. 0 égale V1 moins V5, ce qui est déjà plus simple. Et quand on exprime les lois de Van 't Hoff, dans cette équation, il y a
qu'un seul intermédiaire réactionnel. On a 2 intermédiaires réactionnels et les 2 AEQS vont panacher les 2 concentrations. Donc ça fait 2 équations à 2 inconnus en termes mathématiques. Cette équation que j'ai appelée petit c ne contient plus qu'une seule inconnue, qui est donc Br. Donc ça permet d'obtenir la concentration de cet intermédiaire. Et ensuite, il n'y a pas d'autre choix que de reporter dans l'autre pour avoir l'autre intermédiaire. Alors, question de Marine, on fait A plus B ici parce qu'on prend le temps de regarder les équations et on se dit qu'en faisant A plus B, ça va simplifier les choses. On fait suivant, en fait, le principe, c'est que vous écrivez les AEQS et avant de vous jeter dans des calculs, vous demandez si vous ne pouvez pas les simplifier. Donc, il faut s'adapter. Alors, étape suivante. Donc, c'est là où j'ai sauté des étapes et je vous ai mis courage si vous le faites, c'est long. Donc, ça ne sert à rien de recopier les calculs. Par contre, c'est bien de les faire vous-même. Donc, c'est du littéral, c'est du calcul littéral avec des formules de chimie. Bon, c'est moche, mais c'est faisable. Il faut vous dire que vous pouvez y arriver et vous y arrivez. Donc, vous isolez le deuxième intermédiaire et ensuite vous reportez dans les expressions de la vitesse. Ça vous permet d'avoir l'expression de la vitesse en fonction des espèces du bilan. Là encore, on s'aperçoit qu'elle est plutôt moche, hein, mais avec un mécanisme compliqué, la probabilité qu'elle soit jolie était quand même limitée. Donc, telle qu'elle, cette réaction n'a pas d'ordre. Et ensuite, pour la fin, c'est un petit peu le même principe que dans l'exercice précédent. On essaie de se ramener à une réaction avec ordre. Ce qui est à simplifier ici, c'est le dénominateur. Donc, il faudrait pouvoir garder un seul terme sur ces deux-là. Si on se place au début de la réaction, on peut négliger HBr par rapport à Br2. Donc HBr, c'est le produit, on le néglige. Donc on raye le terme HBr. Ah, excusez-moi, ça c'est encore mon stylet. Je pourrais faire du spirographe avec. Donc on néglige le terme K4HBr et on simplifie par la même occasion, ce qui donne une expression de la vitesse qui est conforme avec une réaction avec ordre. Donc, résumé sur l'exercice 3, c'était histoire de vous faire manipuler la méthode et de vous faire faire un petit peu de calcul littéral. Et petite constatation, c'est une des pires choses qui puissent vous arriver sur les mécanismes, hein. Ça reste calculatoire. Exercice suivant. Alors, attention, celui-ci, je vous conseille de bien savoir le faire parce qu'il tombe souvent. Donc, la catalyse enzymatique, elle tombe souvent, forcément, dans votre section, c'est quand même privilégié. Donc, première question. Excusez-moi. Ce qui est bien avec le micro, c'est que je peux couper le micro et puis tousser tranquillement sans que vous m'entendiez. Voilà, voilà. Donc, première question, la conservation de la matière sur l'enzyme. Donc, quand il tombe cet exercice, c'est toujours avec ces notations qui sont normalement celles que vous utilisez aussi en biologie. Donc, conservation de la matière, l'enzyme, sa concentration initiale, c'est E0. On va retrouver soit l'enzyme libre, donc concentration E, soit le complexe enzyme-substrat, concentration ES. Donc ici, vous avez la conservation de la matière qui va forcément servir. Ensuite, on applique la EQS à ES. Donc ES, c'est une espèce qui intervient dans les 3 étapes. Je vous ai mis directement les lois de Van 't Hoff. Donc si vous voulez, ici pour cette EQS, on indique comment on les a obtenues. Donc cette vitesse de formation de ES, c'est plus V1 moins V'1 moins V2. Attention, tel quel, sur les exercices précédents, on avait isolé de la EQS ES. Donc d'habitude, on isole la concentration qui est ici, ES. Mais on l'isolerait en fonction de la concentration de E à ce stade. Et ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc on vous demande, en général on vous le dit clairement, on veut avoir la vitesse en fonction de S et de la concentration initiale de l'enzyme.
et pas de la concentration tout court de l'enzyme. Du coup, il faut éliminer grand E, donc on ne veut plus ce terme-là. Et donc, on va l'éliminer en utilisant la conservation précédente de la matière. Donc, on remplace E par E0 moins ES. Oui, Milan, j'ai envoyé la correction sur le Drive et sur le Classroom. Alors, je mets plutôt les documents sur la Classroom parce qu'ils sont mieux classés. Sinon, c'est un peu le bazar. On accède aux documents de toutes les matières dans un désordre le plus complet. Donc, sur le Drive, je n'ai plus. Et j'ai fait quelques envois par mail, mais qui ne sont pas passés. D'ailleurs, à ce sujet, ça vous va si je mets tout sur le Drive, enfin sur la Classroom? Est-ce que tout le monde est bien connecté à la Classroom? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas connectés à la Classroom? Donc sur la Classroom, attention, parce que si vous êtes connecté en maths, ça ne vous connecte pas en physique. Il faut vous connecter par matière. Chaque matière a son petit code. Vous ne pouvez pas les télécharger sur Classroom? Ah bon? Vous ne pouvez pas faire un copier-coller ou si, on doit pouvoir. Si, moi, d'ailleurs, si j'avais envie de corriger vos exos de maths, je pourrais les télécharger et puis les imprimer. Voilà, bon, bah, donc vous donnerez la recette à ceux qui ne savent pas. Bon, bah, si tout le monde est d'accord, j'arrête d'envoyer des pièces jointes sur les mails et je mets tout sur la Classroom. Bon, donc toutes les recettes pour télécharger les documents vont être disponibles sur Discord. Vous aurez qu'à les remettre sur Discord, comme ça reste, parce que le chat ici ne reste pas. On revient à l'exercice? Alors, donc sur l'exercice, on va donc isoler la concentration de l'intermédiaire ES en fonction de ce qui est demandé par l'énoncé. Donc là, je ne vous ai pas mené le calcul au bout. Voilà, donc ça, c'est à vous d'isoler ES égal. Et par contre, je vous ai bien mis le résultat complet pour la vitesse. Donc on obtient cette vitesse et on obtient toujours cette vitesse. On passe à la question 3. Alors, quand l'enzyme libre... pardon, je reprends. Quand l'enzyme est saturée, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'enzyme sous forme libre, à ce moment-là, la conservation de la matière nous dit que la concentration d'enzyme initiale E0, c'est égal à la concentration de ES. En d'autres termes, grand E, ça vaut 0. Il n'y a pas d'enzyme en liberté dans le milieu. Dans ce cas-là, on va avoir la vitesse Vmax qui est égale à K2 fois ES, et ça fait K2 fois E0. Et ça correspond au maximum de la vitesse qui est au-dessus. Donc la vitesse maximale, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'elle est proportionnelle à la concentration initiale de l'enzyme. Ce qui n'est pas une surprise. Alors, Chloé, vous pouvez... on attend la suite, Chloé, parce que j'ai que le début, là. Alors, expliquer la question 2. Question 2. Donc, question 2, on y revient. Hop. Alors, question 2, ce qui est original dans les exercices sur les enzymes, c'est qu'on ne veut pas garder la concentration E de l'enzyme qui apparaît. À partir de la EQS, vous pouvez isoler ES à ce stade-là, mais il ne faut pas le faire parce que vous ne l'aurez pas en fonction des grandeurs qu'on vous demande. Donc, si vous isolez la concentration de la EQS, enfin la concentration de ES à partir de cette équation, comme on l'a fait dans les autres exercices, ça ne vous donne pas la réponse à la question, puisqu'il vous restera du E dans votre expression et on veut du E0. Donc, avant d'isoler ES, on remplace le terme qu'on ne veut pas garder et on le remplace en utilisant la conservation de la matière. Donc, on remplace grand E par E0 moins ES. Et c'est uniquement à ce stade-là qu'on va isoler ES. Les inconnus qu'on ne veut pas garder, les grandeurs qu'on ne veut pas garder, on les exprime en fonction de ce qu'on veut garder. C'est le principe général des calculs. Ça mérite de vous entraîner, ça. Hein. Donc, le mieux, ce serait, là, vous fermez, vous ne l'ouvrez pas aujourd'hui, mais demain, vous essayez de refaire cet exercice sans regarder le corrigé. Une fois que ça aura un petit peu passé, vous vérifiez que vous arrivez à le faire et que vous obtenez les mêmes expressions. Alors,
Donc, question 3, la vitesse maximale, c'est fait. Donc, cette vitesse maximale qu'on appelle l'activité de l'enzyme, on peut remarquer qu'elle est constante, puisqu'elle ne dépend que de la concentration initiale de l'enzyme qui est fixée. Donc, elle dépend des conditions initiales, hein. Mais c'est donc une vitesse qui est constante, autrement dit, la réaction est d'ordre 0. C'est ce que je vous avais dit, un exemple de réaction d'ordre 0, typiquement les processus enzymatiques, une fois que l'enzyme est saturée, donc pas au tout début du processus. Donc ce serait un ordre 0 avec une concentration qui va varier de façon linéaire. La concentration de S, donc S c'est le substrat, diminue sous forme d'une équation droite et en parallèle, le produit, lui, augmente linéairement. Donc là, vous avez la loi cinétique quand on a une réaction d'ordre 0. Hein, si la vitesse est constante, donc la vitesse c'est moins ds sur dt, donc on en déduit cette loi cinétique pour la concentration du substrat. Alors, quatrièmement, on revient sur les grands classiques, c'est-à-dire la constante de Michaelis. Donc, le principe du quatrièmement, c'est qu'on va bricoler l'expression de la vitesse et on va faire apparaître la constante qui s'appelle Km, la constante de Michaelis. Donc, c'est une combinaison des constantes de vitesse des processus. Donc, cette constante, pour la faire apparaître dans l'expression de la vitesse, donc pour faire apparaître la constante de Michaelis dans l'expression de la vitesse, il faut diviser en haut et en bas par K1. Donc vous divisez par K1 ici. Pareil, on divise par K1. Ah, c'est très moche. Regardez-le bien, ça ne va pas rester. Bon. Donc vous divisez tout ça par K1 et vous faites apparaître comme ça assez rapidement, hein, ça ne pose pas de problème, la constante de Michaelis. Et on peut voir que le terme qui est au numérateur, on a le K2E0, c'est la vitesse Vmax précédente. Pour la dimension de la constante de Michaelis, deux façons de faire. Le plus simple, c'est de regarder comment elle apparaît dans l'expression de la vitesse. Ici, au dénominateur, vous avez une somme. Les deux termes de la somme sont forcément de même dimension. Et donc là, on voit directement que la dimension de Km, c'est la dimension d'une concentration. Sinon, vous regardez les constantes de vitesse. Donc les constantes de vitesse, K'1 et K2, c'est des réactions qui sont d'ordre 1, donc inverse d'un temps. Et K1, c'est une réaction d'ordre 2. Donc K1 a la dimension de l'inverse d'une concentration fois l'inverse d'un temps. Donc ça donne la même chose. Mais à mon avis, c'est quand même plus simple sur l'expression de la vitesse. Ensuite, donc question 5. Montrer que le tracé de 1 sur V en fonction de 1 sur S permet d'accéder aux valeurs. Est-ce que vous avez vu le nom de cette linéarisation? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, cette linéarisation? Faites-moi un petit signe si vous savez. Ça y est, on vous a perdu. Donc, comme c'est une linéarisation assez classique, il y a deux personnes qui ont donné leur nom à la science pour ça, et ça s'appelle la linéarisation de Lineweaver and Burke. Bon, peu importe leur nom pour le cours de chimie, donc c'est une linéarisation assez classique. Donc, on isole l'inverse de la vitesse, et l'inverse de la vitesse, on va l'exprimer en fonction de l'inverse de la concentration. Donc, on fait apparaître 1 sur V et 1 sur S. Et donc, on reconnaît que si on trace ce Y en fonction de ce X, à ce moment-là, on va avoir une relation affine. L'ordonnée à l'origine, je refais du spirographe. Hop. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur Vmax. Et la pente de la droite, c'est Km sur Vmax. Donc, si on trace la courbe, on doit effectivement obtenir une droite et on va avoir l'ordonnée à l'origine et la pente qui vont permettre d'obtenir la vitesse max et la constante de Michaelis. Pour la constante de Michaelis, ne pas oublier de mettre l'unité au bout si jamais vous devez faire une application numérique. Alors, petite remarque
si vous revenez à l'expression de la vitesse qu'il y avait au tout début. Donc l'expression de la vitesse au tout début, dès le début, on avait dit que la vitesse, c'était la vitesse du processus de l'étape numéro 2. Donc cette vitesse, par la loi de Ventov, c'était K2 fois ES. À partir de cette expression de la vitesse, quand on vous dit que l'enzyme est saturée, vous pouvez remplacer ES par E0. D'accord ? Si l'enzyme est saturée, vous pouvez rayer la concentration d'enzyme libre. Du coup, vous remplacez ES par E0 et vous retrouvez la vitesse Vmax. Donc, deux façons d'obtenir la vitesse Vmax. Voilà pour la feuille d'exercice. Des questions là-dessus? Une fois, deux fois? Hop. Alors, ce que j'aimerais, c'est dire un petit mot du TP qu'on ne fera pas. Donc, pour le TP, que j'ai mis sur le Classroom aussi, hein. Donc, on va reprendre le TP de catalyse redox. Donc, attendez un petit peu que je vous mette ça à l'écran. Ça demande quelques petits instants. Alors, le TP. Bon. Il y a quelques instants, il va arriver le TP. Hein. Il est en route. Hein. Il est dans les tuyaux, mais il prend son temps. Il met très longtemps à s'ouvrir. Voilà. Bon. Et bien, en attendant qu'il s'ouvre, je sais que vous avez vu un... Ah, il ne veut pas s'ouvrir. Ah, ça y est. Donc, je sais que Madame Breuil vous a envoyé un petit topo sur la propagation du virus qui fait toute l'actualité en ce moment. Les outils, quand on veut modéliser l'évolution du nombre de cas en fonction du temps, c'est les mêmes outils qu'on a vus en cinétique chimique. Et pour la propagation, c'est des réactions qu'on peut appeler des réactions en chaîne. On enchaîne les processus de contamination. Donc, les outils mathématiques, c'est les équations différentielles. Hein. Il y a le nombre de cas qui augmente d'une certaine façon, qui diminue d'une autre façon. On combine les deux et on obtient des courbes qui sont très différentes en fonction des valeurs numériques des constantes qui sont derrière. C'est pour ça qu'on vous dit de confiner tout le monde. C'est pour diminuer le nombre de cas, la vitesse de propagation. Ça y est, le TP est disponible. Le voici, le voilà. Alors, le principe, c'est une manipulation assez classique qui peut donner lieu à des exercices aussi. Donc, l'objectif, ça va être d'étudier la vitesse d'une réaction qui est celle-ci. Donc, cette réaction, elle est lente et elle forme une espèce, ici I2, voilà, qui est colorée. Donc, déjà, c'est une espèce qui est brune en solution. Et quand il n'y en a pas beaucoup, on peut détecter sa présence en mettant un peu d'amidon. Donc, on ne met pas de l'amidon directement, on met du thiodène ou un truc solide en sous-poudre, et ça permet de déceler la présence d'iode dans un milieu réactionnel. Donc, quand cette espèce est formée, on va voir une coloration apparaître dans le milieu. Donc, la mise en œuvre de ce TP, c'était un TP avec une détermination indirecte, c'est la méthode des vitesses initiales. On va mettre dans le milieu réactionnel plusieurs ingrédients. Donc, je vous mets les ingrédients qu'on met. Donc, vous mettez dans le milieu réactionnel les deux réactifs, qui sont ici et là. Si vous mettez que ça, la réaction se fait et vous voyez une coloration qui apparaît tout de suite et qui va être de plus en plus intense. Et on rajoute un troisième ingrédient qui est celui-ci. Alors attention parce que c'est des espèces qui contiennent toutes du soufre et de l'oxygène et les noms se ressemblent. Donc il y a du S2 au 8 de moins et du S2 au 3 de moins. Les symboles se ressemblent, mais les espèces sont différentes. Donc on met ces trois ingrédients dans le milieu réactionnel. Et la particularité, c'est que l'ingrédient numéro 3, là, il consomme l'espèce I2 de façon instantanée. Donc on a un couplage de deux réactions dans ce TP. La première réaction qui est celle qu'on étudie, qui est lente, et la deuxième réaction qui est rapide et qui consomme l'espèce I2 au fur et à mesure de sa formation.
Donc l'espèce I2, si vous regardez, c'est une espèce qui est formée par la réaction lente et qui est consommée par la réaction rapide. Donc, tant qu'on a cette espèce-là en solution, donc l'espèce S2O3 2-, tant qu'il y en a et que la réaction 2 se fait, l'espèce I2 n'apparaît pas dans le milieu. Donc, elle est formée lentement par le processus 1, elle est immédiatement consommée par le processus 2. Donc, tant que les deux réactions se font, il n'y a pas d'apparition de couleur dans le milieu, tout est incolore. On met une petite quantité de l'espèce S2O3 2-, donc celle-ci. On en met une petite quantité et on va déceler à quel moment cette petite quantité est consommée. On le décèle comment? En ouvrant les yeux, c'est-à-dire que quand il n'y a plus cette espèce, la réaction 2 s'arrête, réactif en défaut, et donc la coloration apparaît. Donc c'est dommage de ne pas le faire. Hein. Qu'est-ce que vous ratez en ne faisant pas les TP? Donc quand la réaction 2 s'arrête faute de réactif, la réaction 2 se poursuit et on décèle l'instant qui correspond à arrêt de la réaction 2. Alors, petit aspect théorique. Donc, les deux réactions sont simultanées tant qu'elles se font. Les deux tableaux d'avancement qui sont en dessous sont couplés, c'est-à-dire qu'ils sont valables tant que les deux réactions se font. Et on peut remarquer que l'espèce I2, il n'y en a pas. On doit avoir la même chose dans les deux réactions. À l'instant T, il y a 0 de l'espèce I2 et c'est un 0 pour les deux bilans réactionnels, pour les deux tableaux d'avancement. Ce qui nous intéresse, c'est la réaction 1, donc j'appelle petit x l'avancement de la réaction 1. Pour la réaction 1, on va avoir des concentrations initiales, petit b, petit a. Bon, ça, c'est expérimentalement, on a les moyens de le calculer. Ligne numéro 2, à l'instant delta t, j'appelle petit x l'avancement de cette réaction. Si cette réaction a avancé de petit x, la réaction qui est en dessous, elle a ici consommé 2x de S2O3 2-. Ça, c'est à cause du coefficient stoichiométrique 2. Okay. Donc, on va déceler l'instant qui correspond à l'avancement petit x. La vitesse de la réaction, par définition, c'est celle-ci. C'est moins d de S2O8 de- sur dt. La vitesse de quelle réaction déjà? La 1 ou la 2? C'est la 1. La 2, elle est instantanée. On veut étudier la vitesse de la réaction 1. Donc, cette vitesse, ça, c'est l'expression de la vitesse instantanée. Dans ce TP, on suppose que le temps delta t est relativement court et on va assimiler cette vitesse à la vitesse moyenne, qui est donc la vitesse initiale. Donc, le petit d sur dt, qui est la dérivée, se transforme en un delta sur delta t, qui serait donc une variation qu'on va pouvoir mesurer. La variation de l'espèce S2O8 2-. Vous regardez le bilan de la réaction 1, ça va être mesurable, ça va être petit x, et delta t, c'est un temps qu'on mesure. Pour les ordres, parce que l'objectif, ça va être de trouver des ordres et une constante de vitesse. Donc la vitesse de la réaction écrite sous cette forme-là, c'est la forme générale. Ce serait une réaction qui est d'ordre alpha par rapport à I- et bêta par rapport à S2O8 2-. Et là, j'ai remplacé chaque concentration par son expression en fonction du tableau d'avancement à l'instant delta t. Du coup, la vitesse V0, c'est x sur delta t. Hop, elle est ici. Et c'est aussi égal à... Oh, c'est très moche ça. Allez, je gomme. Donc la vitesse x sur delta t, c'est aussi égal à k fois a puissance alpha fois b moins x puissance bêta. Pour simplifier les choses, on va pouvoir exprimer la vitesse sous la forme... Il y en a qui s'amusent. Hein. Donc la vitesse v qu'on cherche à mesurer, v0, ce sera le x sur delta t. Et ce sera aussi égal à petit k fois a fois b. Si j'ouvre une autre feuille, ça va être
Bon, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Et si j'ouvre une autre feuille, ça prend du temps pour réafficher un tableau blanc et gribouiller dessus, donc je préfère garder ça à l'écran. Donc, on mesure delta T. Donc, delta T ici, on le mesure. X, B et A, on les mesure aussi. Ça correspond à des concentrations initiales des espèces, des trois espèces qu'on met. Donc, les trois espèces qu'on met, leur concentration initiale nous permet d'avoir ces trois grandeurs. Petit x, c'est marqué ici, c'est pas exactement la concentration initiale de l'espèce S2O3 moins, mais c'est la moitié, c'est-à-dire ceci. Donc on sait ce qu'on a mis dans la sauce, et x, c'est la moitié de la concentration de l'ingrédient qui est là. Donc on mesure delta T, on calcule x, b et a, on peut en déduire k et V0. Enfin, d'abord V0 et ensuite k. Voilà, voilà. Donc l'objectif du TP, c'était de faire d'abord une manipulation à température ambiante pour tout le monde. Ça permet de mettre en commun les résultats. Et il y a 3 manipulations. Donc il y a une première série où vous mettez donc, les 3 ingrédients avec une certaine concentration. La deuxième série, c'est les 3 mêmes ingrédients, mais à chaque fois, on fait varier la concentration de l'espèce I-. Donc KI, c'est K+, plus I-. Donc KI, c'est celui qui apporte l'espèce I-. C'est un solide qui apporte l'espèce I-. Donc ces 3 manipulations correspondent à 3 valeurs différentes de petit a. Et donc ça permet à chaque fois d'avoir la même valeur, enfin, théoriquement la même valeur de la constante K. Si tout le monde travaille à température ambiante, tout le monde doit avoir la même valeur de K. Et ensuite, il y avait une deuxième phase où on faisait évoluer la température. Donc, si on fait des mesures à plusieurs températures, ça permet d'aboutir à une valeur, enfin, au moins un ordre de grandeur de l'énergie d'activation. Voilà, voilà. Donc, essayez éventuellement de bien comprendre ce qui se passe dans le TP, au moins la partie théorique, même si vous n'avez pas de mesure. Ça peut quand même être intéressant à comprendre. Des questions là-dessus? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de poursuivre. On va entamer le premier principe de la thermo. Donc, juste un petit début de chapitre. Voilà, donc vous attendez qu'ils se mettent à l'écran, ça va pas tarder. C'est bizarre parce que je vois sur ma... En tant qu'élève, vous voyez le document en format... Ah, ça y est. Voilà, vous le voyez en format... Oula, ça se met... Bon, apparemment, ce que vous voyez, ça m'a l'air bien. Par contre, du coup, moi, ce que je vois, ça m'a l'air n'importe quoi. Bon. Et du coup, je m'aperçois que quand c'est moi qui zoome, vous voyez rien. Parce que là, j'étais en train de zoomer pour avoir quelque chose de correct, mais il ne se passe rien de votre côté. C'est intéressant de parler des deux côtés. Ça y est, vous êtes prêts? Alors, je ne sais pas si quelqu'un avait une question. Non. Allez, top départ. Donc, ce premier principe de la thermo, c'est un chapitre, mais vraiment fondamental en thermo. C'est le chapitre qui laisse des souvenirs. Demandez à des gens qui sont passés par des études de physique-chimie en post-bac. Ils ne se rappellent plus de grand-chose, mais ils se rappellent qu'à un moment, on leur a parlé du premier principe de la thermo. Donc, on va préciser le cadre. Le cadre du chapitre, c'est pour un système qui sera fermé, dans lequel il n'y a pas de réaction chimique. Rassurez-vous, en deuxième année, vous verrez des systèmes ouverts et vous verrez aussi des systèmes avec des réactions chimiques. Donc, ce n'est que partie remise. Alors, petit point sur l'énergie. Donc, on va parler d'énergie dans ce chapitre. On va considérer un système en thermodynamique. Ce système, il est dans un milieu extérieur et l'ensemble système plus milieu extérieur, ça constitue l'univers thermodynamique. Le système, il peut être en mouvement dans le milieu extérieur à une vitesse qui serait la vitesse V, ici. Donc, a priori, il peut bouger. L'énergie du système, ça va se situer à 2 échelles qui sont complètement différentes. D'abord, l'échelle macroscopique, notre échelle à nous. Donc, si le système est en mouvement, alors on le reverra en mécanique, mais on parle de mouvement à condition de définir un référentiel. Donc, on en reparlera, mais on suppose qu'on a fixé un référentiel. Dans ce cas-là, il a une vitesse, il a donc une énergie cinétique
qui va être de la forme 1/2 de mv2 si c'est un système ponctuel. Si en plus on a un système dans un champ de force, il va aussi avoir une énergie de type potentiel. Donc énergie potentielle, ça dépend de la position du système. Vous avez encore pas beaucoup vu d'énergie potentielle, mais vous avez au moins vu l'énergie potentielle de pesanteur, qui est de la forme mgz. Donc ces deux types d'énergie, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, sont à l'échelle macroscopique. À l'échelle microscopique, on peut aussi parler de son énergie, qui provient aussi d'une énergie potentielle et d'une énergie cinétique, mais à l'échelle des molécules. Donc, alors, question d'Axel, pourquoi mgz plus constante? Ah, parce que vous avez vu que mgz tout court. Ah, mais ça, on en reparlera en mécanique. Les énergies potentielles, c'est défini à une constante près. Et donc, celle que vous avez vue jusqu'à présent, qui était mgz tout court, la convention, c'était qu'on prenait l'énergie nulle au niveau du sol, et qui n'était pas explicite dans votre expression. Bon, c'est le mgz tout court. Hein. Alors, au niveau microscopique, on se rappelle que les particules sont très agitées, les pauvres, et donc elles sont en mouvement désordonné. On va pouvoir définir une énergie cinétique, c'est-à-dire que chaque particule a sa vitesse v, et donc a son énergie cinétique 1/2 de mv2. Sauf que la masse, elle est toute petite, et que les particules, il y en a beaucoup. Donc l'ensemble des énergies cinétiques de toutes les particules, ce serait la somme de tous les 1/2 de mv2, ce qui fait beaucoup. Les particules, on a vu qu'elles sont aussi en interaction les unes avec les autres, donc par exemple les interactions type Van der Waals. Donc quand elles bougent, leur énergie potentielle bouge aussi, puisque leur position varie, leur énergie potentielle varie aussi. Donc on peut définir pour chaque particule son énergie potentielle, et pour le système, l'ensemble de ces énergies qui sont toutes de type microscopique. Donc ces énergies microscopiques, on peut les définir. Par contre, on ne peut pas forcément les évaluer, les calculer. Par contre, on peut donner un nom à cette énergie, et c'est ce qu'on appelle l'énergie interne du système. Donc l'énergie interne du système, le mot est à connaître, et le symbole aussi. Donc énergie interne du système, c'est l'ensemble de toutes les énergies de type microscopique, énergie cinétique microscopique, énergie potentielle microscopique. Et ça s'appelle grand U, c'est un symbole conventionnel. Donc cette énergie grand U, comme elle contient des termes d'énergie potentielle, elle est définie à une constante près. Donc l'énergie du système, voilà, l'énergie totale du système, c'est la somme macroscopique plus microscopique. Et donc ça va être l'ensemble de toutes les énergies du système, quelle que soit l'échelle. Un cas particulier fréquent que vous verrez, c'est quand le système ne bouge pas trop. Autrement dit, le système est dit au repos macroscopique. Dans ce cas-là, son énergie cinétique macroscopique vaut 0. Voilà, ici. Donc son énergie cinétique macroscopique vaut 0 puisqu'il n'a pas de vitesse microscopique. Et on peut dire que s'il ne bouge pas, son énergie potentielle macroscopique, elle vaut une constante. Donc dans ce cas-là, l'énergie macroscopique est constante. Ce sera le cas de 99,9% des systèmes que vous étudierez en première année. C'est un système qui ne bouge pas. Donc l'énergie macroscopique est une constante. Et du coup, l'énergie totale, qui est donc la somme macro plus microscopique, dans ce cas-là, l'énergie totale, ce sera l'énergie interne, donc le truc que j'ai appelé U précédemment, plus une constante. Et du coup, dans ce cas-là, la variation d'énergie du système, ce sera la même que la variation uniquement de l'énergie interne. Donc, quand un système va avoir son énergie variée, la variation d'énergie totale, ce sera uniquement le terme variation d'énergie interne. Alors, énoncé du premier principe, juste le temps de voir ça. Donc, c'est un principe qui traduit la conservation de l'énergie. L'énergie totale d'un système isolé est constante, c'est la définition d'un système isolé. Ah, j'ai perdu. Excusez-moi, j'ai perdu le contenu là. Est-ce que vous le voyez? Ah oui, je le vois. Bon. Ça y est, je le retrouve.
Donc, pour un système isolé, on disait que l'énergie est constante. L'univers, c'est le système plus le milieu extérieur. Et la variation d'énergie de l'univers est nulle. En d'autres termes, l'énergie de l'univers est une constante. L'énergie, c'est une grandeur qui se conserve. Elle peut changer de forme. Par contre, elle est constante. Attention, on va avoir des conventions de signes. Donc, on considère un système qui est fermé. Et on va définir 3 énergies possibles qui sont là, qui vont s'appeler W, W' et Q. Ah bah ça y est, moi je vois que ça se trace plus au bon moment, au bon endroit. Alors là, je viens d'entourer W, W' et Q. J'ai l'impression que vous ne voyez pas ça au bon endroit. Vous voyez au bon endroit? Ok, bon, bah donc il faut que j'entoure sur le côté élève. Bon, bah c'est parfait. Donc ces 3 grandeurs, leur nom est conventionnel. Et attention, c'est des énergies qui sont dans le sens extérieur vers le système. Donc c'est dans le sens énergie reçue par le système et venue de l'extérieur. Donc c'est illustré par le schéma qui est ici. Donc attention aux signes, ces énergies vont être algébriques, elles vont être positives ou négatives. Elles vont être positives si effectivement le système reçoit l'énergie et négatives si le système fournit de l'énergie. Donc le signe du W, W' et Q, ça dépend du sens effectif du transfert d'énergie. Voilà, et ben ça me paraît le bon moment pour conclure. Donc je reste connectée pendant la pause, enfin pendant l'intercours. Hein. Donc si vous n'avez pas de questions, allez gigoter, bouger, remuer, gigoter, regarder dehors. Et si vous avez des questions, donc je reste connectée le temps qu'il y a du monde. Vous pouvez les poser. Voilà, à demain.